Musique. Rideau. Bien le bonjour, Juge Gardner, Commissaire Johnson, Monsieur Finger et les autres. Voici le rapport complet sur le plan de réhabilitation écrit et lu par William Stone. Vous y trouverez absolument tous les détails sur l'évolution du plan et surtout ses succès. De quoi faire plaisir à monsieur le gouverneur du Tennessee quand il viendra vous féliciter pour la réussite du plan de réhabilitation. Bon, on va la faire courte, voici les grands points évoqués. En premier lieu, les chiffres. Au total, 64 réhabilitations et seulement 3 réincarcérations. Je vous rassure, ces messieurs Bester et Dixon ont bien pris soin d'isoler discrètement la mauvaise graine pour éviter d'alarmer la population. Toute la ville a participé à la réintégration des anciens détenus. L'usine Robinson, les bars, les fermes du Sud, l'administration publique et même le commissariat et le bureau du shérif. Avec l'aide des réhabilités et les bons conseils de votre serviteur, la police a pu mettre en place un système bien huilé de surveillance des anciens détenus, pour éviter les dérapages justement. En bref, monsieur le juge, je sais que ces dernières semaines, vous avez émis quelques réticences quant au succès du plan de réhabilitation, mais vous l'aurez compris, tout va bien. Bien évidemment, nous rencontrons quelques légers soucis, notamment cette histoire de lettres de menaces anonymes retrouvées dans les quartiers nègres et hispaniques du district Est. Mais je vous l'assure, et messieurs Dixon et Bester pourraient me soutenir s'ils étaient là, ces actes honteux ne viennent pas des réhabilités. Enfin, parlons de l'autre grand débat, la dissolution des guerriers arc-en-ciel. Il est vrai que la population voit d'un mauvais œil que des justiciers improvisés frappent des adolescents sans raison. Mais, monsieur le juge, en lisant mon rapport, vous comprendrez que renvoyer ces gars au placard serait une très mauvaise idée. Les Minutemen font peur aux criminels. Ce qu'ils ont fait en décembre dernier est la chose la plus surréaliste qui soit arrivée dans l'histoire de cette ville. Mais c'est arrivé. Aussi, plutôt que de les limoger, je proposerai de les soutenir, de les aider, et bien sûr, d'en recadrer certains et certaines pour le bien de la nouvelle Walnut Grave. Enfin, vous trouverez en annexe quelques propositions de libération, principalement des anciens fidèles d'Oswald le Manchot. Ils sont beaucoup plus calmes depuis que leur patron est parti en fumée. Appuyé contre la baie vitrée de la tour de garde, Robin rêvassait en observant la quiétude du paysage. Plus bas, il voyait les carrioles et les automobiles se succéder. Il les voyait traverser la rue centrale pour disparaître dans les districts tentaculaires de Walnut Grave. Il comprenait alors l'impression de puissance que le parrain Joe Siegel avait dû ressentir à l'époque du syndicat. Robin n'écouta pas un mot au discours de William Stone. Il était fatigué de toute cette mise en scène, fatigué de son nouveau rôle d'observateur. Robin Finger, le grand sauveur de la ville, n'avait plus aucun pouvoir. C'était à peine si on lui demandait son avis. Les choses avaient tellement changé depuis cette fameuse nuit. Robin sentit son cœur accélérer lentement. Aussitôt,
il rentra ses mains dans ses poches. Des spasmes recommençaient à tourmenter le bout de ses doigts. Le manque s'exprimait toujours ainsi. D'abord, ses mains tremblaient, puis ses tempes devenaient bouillantes, et enfin, la fatigue prenait l'ascendant sur son esprit. La dépendance qui l'habitait devenait chaque jour plus insatiable. L'opium et les calmants nocturnes ne suffisaient plus. Robin avait dû doubler sa consommation, avec une dose le matin, pour garder les idées claires la journée. Le médecin arrivait encore à dominer sa dépendance. Mais il savait que bientôt, il devrait trouver un troisième produit qui le canaliserait l'après-midi. Finger, vous avez entendu? Il y a le chien-chien de Robinson qui demande à vous voir. Il vous attend dans le hall. Vous pouvez aller lui dire poliment de dégager? Machinalement, après un bref échange de regards avec David Schwartz, Robin quitta le bureau. Ses mains arrêtèrent de trembler. Son cœur se calma lui aussi. Il savait que dans quelques heures, le soleil se coucherait. Il savait que dans quelques heures, il pourrait retrouver Pauline. Et, plus tard, retrouver sa dépendance. Le chef des Minutemen descendit dans le hall et trouva Kane au bas de l'escalier en colimaçon, les mains sur les hanches. Ah, monsieur Miller, comment allez-vous? C'est marrant, j'allais te poser la même question. Tu t'amuses bien avec Stone et Schwartz? Apparemment, ça fait un moment que t'es pas sorti pour t'aérer l'esprit. L'animosité de Kane suffit à attirer l'attention des 3 gardes du hall. Robin prit alors les devants et entraîna l'ancien cavalier noir pour l'éloigner des oreilles indiscrètes. Qu'est-ce qui te prend? Moi, qu'est-ce qui me prend? Et toi alors? Tu passes tes journées avec des criminels, sans même me consulter. Ni moi, ni personne des Minutemen d'ailleurs. Tu te fiches de moi? Bien sûr que j'ai voulu vous consulter, mais vous tirez tous la gueule dans votre coin. Et moi, pendant ce temps, je dois gérer l'impatience de Gardner. Mais au diable, Gardner! C'est de tes compagnons qu'il s'agit, Rob. Je sais que ça va être difficile, mais il va falloir leur dire pour Blackjack. De tous les noms redoutés que cette ville avait connus, Kane avait choisi le seul qui épouvantait Robin. Le visage de l'ancien criminel réapparut dans l'esprit du médecin. Sa pâleur surnaturelle, la croix dorée épinglée sur sa veste. Le chef des Minutemen se remémora chacune des paroles de ce démon du syndicat, chacun de ses gestes, y compris ce rire démentiel que seule une balle avait fait taire. Laisse Blackjack là où il est. Justement, non. Rob, Blackjack est resté trop longtemps dans ta tête, et dans la mienne. Il a dit qu'à travers nous, le syndicat renaîtrait. Et Dieu sait quelles autres horreurs il aurait prophétisées si tu l'avais pas flingué. C'est toi qui parles? Ou Joe Siegel? Mais bien sûr que c'est moi... Laisse-moi deviner. Schwartz nous a suivis. Moi et les autres. Voilà ce qui arrive quand on fait des coups en douce. Et voilà ce qui arrive quand on passe plus de temps à se calmer avec son garde du corps qu'à s'inquiéter pour ses compagnons. Bordel, Jerry est juste en face. Will Wolf. Il est complètement perdu. Va lui parler. Dis-lui pour Blackjack. Un coup de feu retentit à l'extérieur. Les 2 justiciers se ruèrent vers l'entrée de la tour de garde. Une fois arrivés sur le perron, Robin entendit un nouveau coup de tonnerre. Et encore un autre. Il vit les regards de la rue se tourner dans la même direction.
vers le district nord. Alors que le son des tirs gagnait en intensité, le médecin plissa les yeux et observa un cavalier approcher au loin. Le galop de sa monture résonnait de plus en plus fort. Derrière lui, plusieurs hommes armés le pourchassaient à pied. Rapidement, le tintamarre provoqua un mouvement de panique dans toute la rue centrale. Le cavalier en fuite ignora les balles qui fusaient autour de lui et fila au milieu de la rue. Les badauds s'écartèrent pour se mettre à l'abri dans les magasins et les bâtiments alentours. À côté de Robin, Kane se préparait déjà à bondir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. T'auras qu'à m'engueuler après. Le fugitif était à quelques yards. Kane allait s'élancer quand il fut stoppé dans son élan. Jerry Shuster émergea des portes à battant du Hillwolf. Il se jeta sur le cavalier et l'empoigna pour le faire tomber lourdement. Sa monture hennit de terreur et poursuivit seule sa ruée. Dans la mêlée, des sacs d'argent s'envolèrent et répandirent leur contenu de pièces et de billets dans toute la rue. Pendant qu'il maintenait l'homme sous sa masse, le militaire jeta un bref coup d'œil au spectateur. Ses yeux, surexcités, croisèrent ceux hébétés de Kane et Robin. Alors que la situation semblait lentement s'apaiser, d'autres cavaliers émergèrent des ruelles adjacentes. Le groupe à cheval se positionna en ligne, devant Jerry et le fuyard qui pleurait. Robin remarqua leurs insignes de police qui brillaient sous les rayons du soleil. Au milieu de l'escadron, le médecin reconnut le traditionnel costume vert de Martin Bester et à ses côtés, Doug Dixon, colossal sur sa monture. Bien joué, monsieur Shuster. On aurait pu le choper à la sortie de la ville, mais tu nous as mâché le travail. Vu comment tes gars sont doués au tir, je pense que tu l'aurais plutôt vu disparaître au loin avant de comprendre comment faire galoper ton canasson. Ça fait 2 jours qu'on file ce gars. On attendait juste qu'il passe à l'action pour l'épingler. Tu le reconnais pas? C'est un de ceux qu'on a arrêté en décembre. Il est sorti de McKean la semaine dernière. Apparemment, il voulait faire un dernier coup avant de s'évaporer dans la nature. Je n'ai aucune idée de l'identité de cette épave. Mais par contre, il y a 3 de tes acolytes que je me rappelle avoir cognés en décembre. Visiblement, leurs blessures ont eu le temps de cicatriser. Autour du petit groupe, les badauds commençaient à émerger des bâtiments, rassurés par la présence des forces de l'ordre. Martin Bester mit pied à terre et avança en direction de Jerry. Robin remarqua que la moitié de ses hommes avaient la main à la ceinture. Les autres agrippaient fermement leurs carabines. T'occupe pas de mes gars, ça c'est mon affaire. T'as eu ton petit moment de gloire. C'est bien. Maintenant, tu vas nous laisser faire notre boulot. Derrière Robin, le commissaire Johnson et le juge Gardner sortirent de la tour. Les suivirent William Stone et David Schwartz. Écoute Martin, il faut qu'on discute. On a pas mal de choses à te raconter, pas mal de zones d'ombre à éclaircir. Tu fais ton travail très bien, mais n'oublie pas grâce à qui tu as gagné ta place. Quand il s'agit de gérer l'ordre dans cette ville, je doute que tu sois le mieux placé pour donner des conseils. Toi, ton style, c'est plutôt les carnages et les fusillades à grande échelle. Tout en parlant, Martin regardait la foule qui s'agglutinait dans la rue. Il s'assurait d'être bien entendu de tous. Les yeux de Robin virevoltaient entre les 2 camarades. Il n'avait jamais vu Martin aussi arrogant dans ses paroles. Même le commissaire Johnson semblait éberlué par la violence des mots du shérif.
Neville Gardner se contenta de hausser un sourcil. Robin n'avait aucune idée de ce que Kane avait pu voir ou entendre au pénitencier de McKean. Mais la rivalité naissante entre Jerry et Martin l'inquiétait beaucoup plus que les belles paroles de Joe Sigel. Il en vint à craindre que la colère refoulée des deux hommes ne finisse par jaillir en cet instant, aux yeux de toute la population de Walnut Grave. Ne sachant comment procéder, le médecin préféra demeurer en retrait. Lentement, Jerry franchit la distance qui le séparait du shérif. Il approcha son visage de celui de Martin et lui murmura un énième quolibet. Quelles que furent ces courtes et discrètes paroles, leur effet fut immédiat. Robin vit le shérif pâlir d'angoisse. Son regard de plus en plus colérique, Jerry tourna le dos à Martin. Ce dernier se ressaisit in extremis. Martin exhiba à nouveau un sourire moqueur à la foule. « Dis-moi, quand tu traquais les peaux-rouges, tu disais quoi à leurs enfants ?» Robin n'eut pas le temps de tourner son regard que déjà Jerry avait son pistolet tendu vers Martin. Le militaire ignora les exclamations d'effroi des badauds. Ses pupilles, rouges de fureur, étaient braquées sur son camarade. « Redis-le. Fais-moi ce plaisir. Répète-le. Juste une fois. » Alors que toute l'attention était portée sur les 2 Minutemen, Charlène et Harry émergèrent dans la rue centrale. Ignorant la foule, l'attrapeuse s'approcha des 2 adversaires. Elle brisa le silence en tentant de ramener Jerry à la raison. Trop loin pour entendre les chuchotements de la furie du Montana, Robin se risqua à poser le pied sur les pavés de la rue. Il progressa lentement au milieu de la scène. Finalement, il s'arrêta à distance égale de Jerry et Martin. Quand il vit que les paroles de Charlène demeuraient sans effet sur le militaire, Robin se décida à lever la voix. « Jerry, pose tout de suite ce revolver !»« Sinon quoi? J'ai un œil sur cette ordure et un œil sur toi. Et ta ceinture m'a l'air vraiment bien trop légère pour m'arrêter. » Je te parie 10 billets qu'il t'aura sauté dessus avant que tu presses la détente. Ferme-la, toi! On essaie de te sauver la peau, abruti! En entendant Charlène, le shérif au costume vert cracha sur le pavé. Harry tenta à son tour de raisonner Jerry. « Si tu tires, tu fous en l'air tout ce qu'on a fait. » Oui, écoute le gamin. Vu comment il t'admire, il pourra toujours te servir de bouclier dans une guerre future. Un énième festin pour toi. Jerry ne répondit pas. Il était trop concentré à garder son bras levé. Des gouttes de sueur vinrent perler sur son front. Son revolver, qu'il tenait d'une main tremblante, étincelait sous les rayons du soleil. Robin n'arrivait même plus à parler. Il ne reconnaissait aucun de ses compagnons. Il attendit que ce drame prenne fin, comme tous les spectateurs. Quand le coup de feu retentit, la foule resta tétanisée. Robin ressentit un besoin soudain de s'enfuir, de disparaître. Seul Martin Bester continua de sourire. Il jubila devant la fureur de son adversaire. Pointé vers le sol,
le pistolet de Jerry fumait encore. La balle s'était écrasée contre le pavé de la rue. Ses narines gonflées, le colosse rengaina son arme et délaissa le shérif. Il se tourna vers la foule, complètement angoissé. Alors c'est comme ça que ça se termine? On passe notre temps à essayer de sauver cette putain de ville. Tout ça pour récolter votre indifférence. Vous étiez bien content quand on vous débarrasse de vos criminels, tant qu'ils ne faisaient pas partie de vos proches. Taper sur les gosses des autres, ça vous pose pas de problème? La voilà la vraie Walnut Grave. La violence vous plaît tant qu'elle reste éloignée de vous. Robin remarqua Doug Dixon, toujours à cheval, qui tenait fermement la crosse de son revolver. Vous pensez que la liberté serait si simple à conserver? C'est une lutte sans fin, avec ses victoires, ses sacrifices. Derrière le médecin, William Stone s'alluma une cigarette. Ça vous arrangeait bien que d'autres vous règlent vos problèmes, hein. Nous vous avons affranchis, et maintenant vous nous répudiez pour ça? Toujours postée dans le dos de Jerry, Charlène serra les poings. Elle se retint de bondir pour arrêter son camarade. Pas un seul d'entre vous ne nous a prévenus pour la cabale, alors qu'elle se cachait sous votre toit. On aurait pu éviter l'affrontement. Tout ce que vous y avez à faire, c'était nous en parler. Et maintenant que la menace est passée, vous ouvrez enfin votre gueule. Contre qui? Contre nous? Pas étonnant que votre cavalier noir se soit tiré. Il a bien fait de rester anonyme. Parce qu'au final, une fois que vous serez débarrassé de nous, il ne restera plus que lui. Et là, vous comprendrez enfin que si un seul sauveur ne suffit pas à toute une ville, toute une ville ne suffit pas à un seul monstre. La foule demeura silencieuse, épouvantée. Robin vit Kane conserver un air grave face aux accusations de Jerry. À leur côté, William Stone semblait le plus calme des observateurs. Il savoura autant sa cigarette que le chaos qui l'entourait. Jerry Shuster, complètement enragé, resta au centre de l'attention. Robin vit Charlène s'approcher du militaire. Elle posa une main réconfortante sur son épaule. De nouvelles exclamations émergèrent quand Jerry repoussa le bras de l'attrapeuse et la frappa au visage. Charlène, complètement surprise par le choc, s'écroula au sol. Robin bloqua son regard sur sa camarade allongée contre le pavé, qui cachait son visage avec ses paumes. La colère dans les yeux de Jerry se dissipa en un éclair. Son regard, subitement désespéré, contredisait l'homme violent qu'il avait été quelques instants plus tôt. La terreur gagna une nouvelle fois la foule quand Charlène releva la tête. Son nez crachait des gerbes de sang qui se répandaient jusqu'à son menton. Ses yeux étaient en larmes. Des gouttelettes rouges ricochèrent contre le pavé. Robin vit Charlène empoigner son revolver. Charlène. Dégage! Charlène, je suis désolé. J'ai dit, tu dégages! Rapidement, des cris émergèrent de la foule. Les huées se firent de plus en plus fortes. Les yeux perdus de Jerry allèrent dans tous les sens. Il chercha de l'aide, mais personne ne s'opposa à la colère de la plèbe. Ni Kane, ni Robin, ni les autres Minutemen. Même le commissaire Johnson préféra rester en retrait. Impuissant face à la haine qui l'assaillait de toutes parts, Jerry tourna le dos à ses compagnons et remonta la rue aussi vite qu'il put. Le vacarme le poursuivit jusqu'à ce qu'il disparaisse au tournant d'une artère.
Avec un sourire vainqueur, Martin Bester donna ses directives au contingent à cheval qui se dispersa pour calmer la population. Tous les regards consternés étaient désormais tournés vers les autres Minutemen. Robin sentit son corps trembler à nouveau, mais pas uniquement à cause des appels de sa dépendance. Il savait que lui et ses camarades avaient définitivement perdu la confiance de Walnut Grave. Excommunier Jerry ne suffirait pas à apaiser les tensions. Tous ces visages sévères ne souhaitaient qu'un retour à la paix, même si cette dernière impliquerait une perte de leur liberté. En y repensant, Black Jack semblait s'être trompé. Ce n'était ni Robin, ni ses compagnons d'armes qui feraient ressurgir le syndicat. Les habitants de Walnut Grave s'en chargeraient eux-mêmes. Alors que la foule rétrécissait lentement, Robin vit Harry relever Charlène pour la ramener chez elle, sous les ricanements de Martin et de ses hommes. Toujours aux côtés du médecin, Kane avait un regard désemparé. Tu veux toujours discuter? Non. Non, je préfère oublier. Et à son tour, l'ancien cavalier noir abandonna la rue centrale. En le regardant partir, Robin remarqua les yeux admiratifs de la foule envers le grand Kane Miller. Cette bienveillance avait bien failli disparaître elle aussi quelques minutes plus tôt. Alors que la dépendance reprenait lentement le dessus, Robin entendit derrière lui la voix du juge Gardner. Monsieur Finger, il est temps qu'on reparle de la dissolution de votre groupe. Robin ne répondit pas. L'appel de la dépendance était trop fort. L'image des seringues envahit son esprit. Il lui tardait tellement que cette journée s'achève qu'il ne remarqua même pas William Stone et l'odeur de tabac qui l'accompagnait se glisser à ses côtés. « Hey Finger, vous savez, ce genre de bordel, ça serait jamais arrivé à l'époque de Joe Seagull. » C'est terminé. Jerry est parti. Et toi, t'as foutu quoi? Merde! C'est quoi votre problème? Vous êtes pas capable de vous asseoir 5 minutes juste pour parler? Billy, s'il te plaît, essaie de comprendre. Non! Arrête, Kane! Tout ce que je comprends, c'est que tes potes sont dans un sacré merdier. Et toi, t'as rien fait pour eux. Pour aucun d'entre eux. Tu sais quoi? Laisse tomber. Faut que j'aille bosser. Billy... Va parler à Robin. Va parler à Marston avant qu'elle se barre. Kane, tu voulais de l'ordre? Bravo. Tu as provoqué le chaos.